avait encore de la culture. Jean Guillermet d'abord. Jean Guillermet, lorsqu'il sentit ses forces décliner, m'avait demandé, alors que j'étais encore une fois étudiant à agrégation, de mettre de l'ordre dans ses papiers et dans ses livres. Et j'ai passé de longues journées dans la maison de Lima à vider des cartons, à faire des petits tas sur le tapis du salon à quatre pattes. Et un jour qu'il me trouva dans cette posture en train de lire des lettres autographes de Madame Roland et de Claude Bernard, malheureusement disparus dans la succession, je l'entends encore me dire de sa voix de stentor, « Mon petit ami, vous avez bien raison de vous agenouiller. » Jean Guillermet, président du syndicat Initiative, transforma la maison en musée en 1947, comme on le rappela, et c'est lui qui convainquit Charles Mérieux, par le biais de sa fondation, d'acquérir le domaine. Charles Mérieux et Jean Guillermet sont bien la mémoire de Claude Bernard, le maintien de la mémoire de Claude Bernard. Et je revois encore Guillermet, pendant 30 ans, accueillir les touristes et les scientifiques de la cape flottante, le verbe haut, le geste ample, grand sémaphore, comme vous le rappelez, et mêlant les effluves du vin à celles de l'esprit. Charles Mérieux, ensuite, on a rappelé, et je remercie aussi Annie Copinel d'avoir rappelé ce parcours, était passionné de Claude Bernard. Il avait même, et ça vous ne l'avez pas dit, il avait même le projet, après avoir acquis la maison, d'installer dans le terrain attenant une sorte de musée interactif, bien avant l'heure. Et malheureusement, la somme qui destinait à ce projet a été engloutie dans la rançon qu'il a dû verser au ravisseur de son petit-fils. Charles Mérieux. Charles Mérieux qui avait organisé le centenaire de en 1978 et qui m'avait demandé de pouvoir l'organiser localement avec Jacqueline Sonnolet, qu'il appelait d'ailleurs toujours Sonnolet, en gommant son prénom, une autre femme d'exception, secrétaire des entretiens de Bichat, qui veilla jalousement sur le musée jusqu'en 1989. Et avec Sonnolet, nous avons effectivement accueilli en 1978 des délégations françaises et du monde entier, des académiciens, des professeurs du Collège de France, des chercheurs, des scientifiques, ce qui prouve l'importance que tous ces gens-là accordaient à Claude Bernard. De ces visites, je n'en retiendrai que deux. Alice Saunier-Céité, dont l'histoire retiendra sans doute moins son action à la tête des universités que ses jambes, qu'elle avait longues et fines, et qui émoustillait tant le président de la République pendant les conseils de ministres, si j'en crois les mémoires de Giscard d'Estaing. Et puis le professeur Barnard du Cap, dont l'histoire ignora tout de ses jambes, mais se rappellera qu'il fut le père de la transplantation cardiaque. Et je revois ces deux personnalités dire à Charles Mérieux, qui en était tout confus, « Pour nous, Claude Bernard est bien l'inventeur de la médecine contemporaine. » Une dernière anecdote, si vous le permettez, que je verse au dossier Claude Bernard. Élu maire en 1989, je reçois un coup de fil de Charles Mérieux qui m'invite à déjeuner et qui ajoute « C'est urgent ». Compte tenu du respect que j'avais pour lui, je ne différai pas. Et après les félicitations d'usage, il me dit « Vous aimez toujours autant Claude Bernard ?» Je dis « Certainement, docteur. Vous êtes bien maire de Villefranche désormais, semble-t-il, docteur. Alors voilà, je me sens vieillir et je m'inquiète du devenir de ce musée Claude Bernard. Entre nous, mon fils Alain ne s'y intéresse guère. Alors j'ai pensé qu'une collectivité locale pourrait prendre le relais de la fondation. La commune de Saint-Julien n'en a pas les moyens, alors reste Lyon et Villefranche. J'en ai parlé à Michel Noir, il n'en veut pas. Alors vous, j'offre le musée de Claude Bernard à Villefranche et vous n'allez pas me dire non. Il vous suffira de l'entretenir après. J'imaginais la réaction des conseillers municipaux fraîchement élus
si je leur annonçais d'emblée que notre mandat commencerait par une dépense supplémentaire qui n'était pas prévue au programme. Alors j'ai un petit peu éludé avec délicatesse. Le professeur Mérieux en a été contrarié. Et chaque année, il m'invitait de nouveau chez lui, rue Bourgelat, pour me réitérer sa proposition. Et heureusement, c'est Jean-Pierre Chevènement qui, indirectement, nous a sortis de ce mauvais pas. Car la loi qui porte son nom et qui créa des intercommunalités conséquentes, avec des moyens conséquents, faisait que Saint-Julien, désormais, appartenait à la communauté de communes de Beaujolais-Vauxonne. Patrick Bagdasarian s'est laissé convaincre, et je l'en remercie. C'est donc la communauté de Beaujolais-Vauxonne qui s'est substituée à Villefranche, mais Charles Mérieux était déjà mort depuis 2 ans. Alors, je crois savoir que c'est la CAVIL maintenant qui aura cette charge bien agréable de maintien de la mémoire de Claude Bernard, et elle s'inscrira donc dans cette liste nombreuse dont vous faites tous partie, de ce que je pourrais appeler les amis de Claude B, si une fois encore le nom n'avait pas été pris par les lycéens de Villefranche. Claude Bernard, connu et méconnu, connu certes, puisqu'il a été honoré de son vivant, que la République lui a fait des obsèques nationales, et même s'il n'a pas trouvé place au Panthéon, où sa place n'aurait pas déparé aux côtés de celle de Berthelot ou de Marie Curie, Paris lui a donné une rue toute proche de la nécropole. Claude Bernard, honoré bien sûr à Lyon par l'université et le quai qui porte son nom. Je n'en dirais pas tout à fait la même chose de Villefranche. Certes, Claude Bernard a une rue, au demeurant bien fréquentée, et une place, mais le conseil municipal de l'époque ne s'est pas honoré en lui refusant un buste sous prétexte qu'il avait été un notable du Second Empire. Alors c'est par le buste de Claude Bernard que je terminerai cette petite intervention. Le buste de Claude Bernard, il y en a un sur la place de Saint-Julien et il y en a un autre dans la cour d'honneur de l'université. Et des générations d'étudiants sont passés devant ce buste sans le remarquer, jusqu'à ce jour de mai 68, et vous vous en souvenez, oui, où des facétieux révolutionnaires en herbe l'avaient peint en rouge, en l'affublant d'un parasol multicolore. Et tout le monde s'extasiait, sauf le doyen qui en était un tout petit peu contrarié. De méconnu, Claude Bernard était de nouveau connu. Alors si je tiens à remercier encore l'Académie pour la qualité de ce colloque et des intervenants, j'ai cependant un tout petit reproche à lui faire. Le portrait de Claude Bernard que vous avez mis sur votre affiche relève plus du comprimé d'aspirine que de la franche gaudriole. Vous auriez dû le peindre en rouge, à l'instar des étudiants de 1968. Car s'agissant de Claude Bernard, finalement, le rouge lui va bien au teint. Rouge de gourmandise, quand il voyait sortir du pressoir ce précieux nectar. Rouge de colère, face à femme acariâtre. Madame, si vous m'aimiez autant que vos chiens et vos chats. Rouge d'émotion, distinguant dans les étudiants qui se pressaient à son cours le délicat visage de Madame Rafalovitch, et puis sans doute rouge de confusion, là où il se trouve aujourd'hui, de voir que 200 ans après sa naissance, ses compatriotes du Beaujolais ne l'ont pas oublié. Bien, je reprends la parole simplement pour l'abandonner, puisque mes fonctions sont désormais terminées. Donc, je remercie la salle pour sa gentillesse. Il n'y aura pas de questions, puisque de toute façon, on ne questionne pas quelqu'un qui a fait une conclusion. Après la conclusion, il n'y a plus rien, c'est fini. Mais Claude Bernard est toujours avec nous. Il va revenir. Et en attendant son retour, il y a à nouveau des informations techniques, matérielles à communiquer. Juste pour vous dire, en attendant l'invité surprise de dernière minute, qui va venir dans quelques instants,
que nous sommes invités ensuite à un vin d'honneur, vous verrez le chemin, vous sera indiqué, qu'en allant au vin d'honneur, les actes de la journée augmentés vous seront proposés. Ceux qui l'ont déjà souscrit pourront retirer ces pièces. Je vous remercie tous, donc je vous demande d'attendre encore un peu que notre invité se manifeste. J'ai envoyé à Villefranche chercher des ifs pour remplacer un certain nombre d'arbres verts qui ont gelé cet hiver. C'est une année funeste pour les hommes et les végétaux. Le soleil splendide qui brillait sur la neige durant les mois de décembre et janvier, a tué un très grand nombre de plantes. Et maintenant que les rayons du printemps devraient les faire pousser, on les voit pâlir et se dessécher sur pied. Le temps est splendide. La nature est riante. J'entends la fauvette, j'entends l'hirondelle qui se réjouit, le rossignol qui s'égosille mélodieusement, et toute cette animation me rend encore plus triste. Quand on est dans de pareilles dispositions d'esprit, ce qu'on a de mieux à faire, c'est de fuir les humains et de délivrer ses amis de sa présence. Si cela continue encore un peu, je me transformerai en homme des champs. J'ai pris un goût particulier pour la culture des violettes. J'en ai découvert dans un bosquet 5 variétés que j'ai replantées à profusion. Première, violette bleue. Deuxième, violette violette. Troisième, violette lilas. Quatrième, violette pâle. Cinquième, violette blanche. J'ai assemblé un pétale de chacune de ces variétés qui, toutes réunies, forment une violette. Malheureusement, je me hâte de dire que l'effet n'a pas répondu à mon attente. Les nuances qui sont si variées d'une fleur à l'autre parce que sa forme, son fond,
lui donne un caractère qui aide à la reconnaître, se confondent ici et sont dénaturées, comme les fleurs aplaties des herbiers des botanistes. Pour le moment, je me promène dans ma campagne de Saint-Julien. Je viens d'écrire pour recommander mes arbres fruitiers, mes fleurs, et plus particulièrement les roses et les pervenches que je cultive avec profusion et prédilection. Ce sont deux espèces de fleurs que j'ai toujours trouvé très intéressant de comparer parce qu'elles offrent le contraste le plus facile à saisir. L'une, merveille de la nature, dont elle ne s'éloigne jamais, ce qui explique sans doute pourquoi Jean-Jacques Rousseau l'aimait tant, reste invariable dans la simplicité de sa forme, dans la pureté de sa couleur. Elle reflète l'azur des cieux et ouvre largement le limbe de sa corolle pour laisser voir jusqu'au fond de son calice. L'autre, chef-d'œuvre de l'art, étale dans des variétés infinies les nuances de ton les plus suaves et de sa corolle dont les pétales sont 1000 et 1000 fois repliés pour cacher ses épines. Elle exhale les parfums les plus exquis et les plus enivrants. En souvenir de mes temps de jeunesse, je me lève dès l'aube pour aller chasser au miroir les bec-figues qui effectuent en ce moment leur migration par nos contrées. C'est une chasse qui peut faire le pendant de la pêche à la ligne. C'est-à-dire qu'il faut, dans un cas comme dans l'autre, être doué d'une forte dose de patience. Je suis assis sous un arbre, dans une vigne qui avoisine mon bosquet. J'imite le cri des bec-figues avec un hapeau, en même temps que je fais mouvoir un miroir qui scintille au soleil, dessous une branche sèche sur laquelle viennent se poser les oiseaux victimes de leur coquetterie. Il est toujours très curieux de voir avec quelle jouissance ces êtres à deux pattes, emplumés, se contemplent et se complaisent dans cette contemplation. Je leur décoche alors mon coup de fusil et le plomb meurtrier vient les livrer à la casserole de Mariette, ma servante. Je me promène ensuite dans ma campagne et je vaque à mes fonctions viticoles. Aujourd'hui, j'ai présidé au soutirage des vins et à quelques préparatifs de vendange qui commenceront sans doute dans 8 ou 10 jours. Je reçois des visites. Hier, j'ai vu débarquer chez moi toute une tablée de dîners qui venait de manger une matelote chez le maire et qui le jour suivant devait manger un lièvre tué par l'un d'eux et la semaine suivante un gigot chez un autre, etc., etc. Notez que tous ces aimables dîners sont tous pères et mères. L'administration ne s'en porte pas plus mal à ce qu'il paraît. Les vendanges seront mauvaises. Le temps est triste et gris. Le milieu extérieur est à l'unisson de mon milieu intérieur. La pluie, à petit bruit, tombe sur les feuilles des arbres. Et ce bruissement monotone est fréquemment interrompu par des détonations, les unes lointaines, les autres
plus rapprochés. Je me demande ce que cela signifie. Les détonations proches sont les avant-coureurs de la fête patronale de Saint-Julien qui a lieu demain dimanche. Et ce sont les jeunes gens qui, à coups de boîte, annoncent leur joie aux échos alentours. Les détonations lointaines célèbrent la naissance d'un héritier au château vieux. Cette naissance mérite d'autant plus d'être célébrée qu'elle survient après plus de 25 ans de mariage, alors que tout espoir semblait perdu. Cela passera pour un miracle. Un évêque viendra bénir le miraculeux enfant. La vogue, terme qui dans notre pays désigne la fête patronale, la vogue de Saint-Julien est finie. Le fils d'un de mes vignerons en était directeur, ce qui m'a valu des sérénades, des honneurs, dont j'ai été fort honoré, mais fort peu récréé. Un vieux garçon a légué par testament 50 francs de rente pour concourir à la vogue, à la condition qu'on lui fasse dire une messe le lendemain. Oh, quel mélange! Les vendanges ont commencé dès mon arrivée et ne sont point encore terminées. Les vignerons et les vendangeurs m'attendent. Depuis 2 jours, je préside à de maigres vendanges. La gelée de l'hiver et la sécheresse de l'été ont fait beaucoup de ravages. Je me lève dès 6 heures et je descends au cuvier, présider au cuvage et au pressurage. Le reste du jour, je vais dans les vignes visiter les vendangeurs en même temps que je fais ma cure de raisin. J'ai à faire 6 cuvées, ce qui équivaut environ à 160 ou 170 pièces de vin. 2 sont déjà parachevés, 2 en cuvage et 2 sont encore à vendanger. Aujourd'hui, je vais vendanger dans le clos qui entoure ma maison et je vois les vendangeurs de ma fenêtre. En ce moment, me voilà transformé en vigneron. Ce sont là des occupations qui me sont familières et au milieu desquelles je suis né. Elles me procurent beaucoup de plaisir et me sont certainement plus agréables que de composer des discours académiques. À la fin du mois, les vendanges seront achevées. Le pays perdra son animation et la solitude se fera autour de moi. Je ne la redoute pas, au contraire. J'aurai alors tout le mois d'octobre pour me laisser aller au calme de mes idées en liberté, ce qui est pour moi le suprême bonheur. Puis je vendrai mes vins et je partirai pour Paris, piquer une tête, comme dit je ne sais plus qui, dans ce gouffre d'ennui et de misère, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Je dirige des maçons, des scieurs de long, des charpentiers pour des réparations que j'avais en projet et qui sont actuellement en cours d'exécution. Ah, c'est bien vulgaire, mais ce n'en est pas moins occupant et même amusant. Il faut varier dans la vie. Je reçois des visites, j'en rends. Aujourd'hui, j'ai eu la visite de mon maire qui m'a fait comprendre que Saint-Julien se tient dans un équilibre parfait jusqu'à présent. Il a eu 30 voix pour Ranc, le radical. Il a eu 30 pèlerins pour Paray-le-Monial. Voilà qui est singulier. Le
radicalisme et le cléricalisme suivent des progrès parallèles. Que peut-il en résulter? Pour moi, je vois les progrès du cléricalisme. Je n'aurais pas cru. Je vois maintenant que la raison, qui est une sorte d'équilibre moral, est impossible en ce monde. Un de mes vignerons est venu m'annoncer qu'il partait en pèlerinage avec un de ses enfants pour 2 jours au fond d'une montagne pour un saint bien peu connu. Lundi dernier, plus de 2000 personnes sont parties en pèlerinage à Brouilly, sur une montagne du Beaujolais, afin de prier la Vierge de nous délivrer de la sécheresse, de la gelée, de toutes les maladies de la vigne, et particulièrement du phylloxéra, qui avance et qui a déjà fait son entrée dans le département du Rhône. J'ai rendu une visite au château du village. Je n'ai entendu parler que de cercles catholiques, de Henri V, d'une restauration prochaine. J'ai dû, n'en doutons pas, donner une bien mauvaise opinion de moi par mes dénégations d'incrédulité. Les femmes, surtout, sont les plus ardentes. Il m'a fallu toute ma patience pour leur faire comprendre que la science et la religion ne doivent pas se mêler, parce que l'une entrave l'autre, pas plus que la politique. Ici, tout est couvert de neige. 10 degrés de froid et un soleil splendide. Il règne sur nos villes et nos villages une épidémie de variole noire qui a déjà fait beaucoup de ravages. Il paraîtra qu'à Nice, cette horrible maladie s'est également montrée. Ici, ce sont de véritables cataractes de neige. La couche qui recouvre le sol atteint déjà 1,50 m d'épaisseur. On est bloqué. On ne peut plus mettre un pied dehors. Et il en tombe toujours. Mais que deviendra-t-on? Je regarde par la fenêtre et n'aperçois âmes qui vivent sur ce vaste et triste linceul de la nature. Je ne vois que des merles affamés qui promènent leurs robes noires sur la neige blanche et viennent dans le petit bois au fond du jardin chercher des nèfles sauvages et les fruits gelés de l'aubépine. En ce moment, il n'y a plus que le Protocrocus nivalis qui peut fleurir sous la neige. Fuir les humains, délivrer ses amis de sa présence. Quand on est dans de pareilles dispositions d'esprit, c'est ce qu'on a de mieux à faire. Le Beaujolais est situé sur la rive droite de la Saône. J'habite sur les coteaux qui font face à la Dombe. Sur le coteau où je réside, je suis noyé dans les étendues incommensurables de vignes qui donneraient au pays un aspect très monotone s'il était coupé par des vallées ombragées et par de petits ruisseaux qui descendent des montagnes vers la Saône. Ma maison, quoique sur une hauteur, est entourée d'un nid de verdure, par un petit bois à droite et un verger à gauche, ce qui est une rareté dans un pays où l'on défriche même les buissons pour planter de la vigne.
de cette journée bien remplie. Monsieur le maire de Villefranche, je vous convie à boire un verre. Salle des Échevins, tout à côté. C'est Claude Bernard qui va vous conduire. Nous traverserons la chapelle de l'ancien hôpital où les personnes qui ont souscrit au colloque, aux actes du colloque aujourd'hui seront servis. Et puis, je crois que ceux qui n'ont pas souscrit pourront le faire. Quant à moi, je dédie cette prestation à mon père qui faisait partie de cette académie. Et je dis un grand merci à tous les membres de cette académie pour la confiance qu'elle m'a toujours témoignée. Merci. Donc je vous invite à me suivre.